est là. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pis après. Salut Alexandre Martel. Allô Yann Gagnon. Ça va? Oui, toi? Hier, je suis contente de te retrouver. Oui. Aujourd'hui, tu vas bien? Ben oui. Oui, Ben ok. oui, je vais bien. Good. Toi aussi? Ouais, ça va bien. Je suis plus ballonnée. Ah, OK. Hey, c'est quoi, je me demandais si t'allais ramener ça. Ouais, non. Écoute, aujourd'hui, on a une femme comme invitée que j'aime beaucoup, qui est super inspirante, qui a traversé quand même beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'est une autrice, une thérapeute en relation d'aide et une conférencière. On a un pied après l'inceste aujourd'hui. OK. Fait que ça va être sensible quand même comme sujet. On tarde pas plus longtemps. Je vous présente Louise Thériault. Allô, Louise. Allô, Louise. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Yes. Merci d'être avec nous Avec plaisir. pour venir parler d'un sujet difficile. Ouais. L'inceste, on a eu... Toi et moi, on se connaît quand même depuis quelques années. On avait même un projet ensemble en lien avec les agressions qui s'est transformé. Comment on vit ça, ce traumatisme-là comme étant enfant? Toi, tu as vécu ça en étant enfant? Oui. Moi, j'ai commencé les abus à l'âge d'à peu près 7 ans. C'est dur dans ma mémoire de préciser exactement, mais je sais que j'étais à l'école élémentaire. Ça se passait avec mon père. OK. Donc, je suis contente d'en parler aujourd'hui parce que, comme tu sais, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui est très difficile, même médiatiquement parlant, Ben oui. Oui. d'amener pour ouvrir. Et ce tabou... Sociétal. Sociétal, parce que c'est partout, entretient souvent le silence des victimes. Donc, merci de me donner l'opportunité d'en parler publiquement parce que c'est vraiment important d'en parler, entre autres pour traverser cette épreuve-là, mais aussi pour se reconstruire. Est-ce que tu en as déjà parlé? Oui, beaucoup. OK. Tu veux dire dans ma vie ou dans Là, ma famille? C'est parce que tu dis merci de... Ah, publiquement? Oui. C'est ça. Oui, non, j'en ai déjà parlé beaucoup dans les cours que je donne au Centre de relations d'aide de Montréal, à travers les conférences que j'ai montées pour parler des sujets qui souvent sont une conséquence de l'abus, dont le développement des dépendances, la dépendance affective, entre autres, le manque d'estime de soi. Donc, toutes les conséquences, les trucs collatéraux, je dirais, qui se développent pour l'enfant qui n'a pas la voix de parler ou qui n'a pas de soins, de lieu pour parler. Bon, là, moi, c'est sûr que j'ai 60 ans aujourd'hui. Je viens d'une génération où, en plus, on ne parlait pas de ça. Ouais. Mais même aujourd'hui, là, j'accompagne des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, d'inceste, de viols, etc. Puis, c'est encore très tabou, encore très censuré? C'est très censuré. Oui, puis c'est très fréquent. C'est qu'il y a tellement de gens qui vivent ça en silence, comme tu dis, qui gardent le secret par peur, en fait, par peur d'être jugé, d'être stigmatisé. Oui, bien en fait, ça, c'est une des premières peurs de la personne victime, c'est que déjà, elle porte la conséquence, la séquelle de l'abus, donc où elle a été une réelle victime, on s'entend. On s'entend. Mais par la suite, quand elle ose parler, que ce soit avec son conjoint, sa conjointe, avec sa famille, ses proches, de un, les gens ne savent pas comment réagir. Donc, souvent, les réactions vont empirer la situation ou les gens ne savent pas quoi faire. Donc, soit ils se taisent, soit ils veulent sauver, soit ils jugent l'agresseur, soit ils vont étiqueter la personne victime. Par exemple, dans nos relations affectives, je m'inclus là, quand on confie cette expérience de vie à moi je suis aux hommes, donc quand j'ai confié ces expériences-là à mes conjoints, souvent, le conjoint ne sait pas trop quoi faire avec ça, puis va là étiqueter « Oh mon Dieu, elle doit être mêlée, handicapée ». Les comportements changent de l'autre. Les étiquettes viennent gratuitement comme ça. Là. Oui, puis c'est pas pour mal faire. C'est pas nécessairement pour... C'est un manque de connaissance, un manque... D'ignorance. Une ignorance. Ben oui, total. De la maladresse aussi, j'imagine. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous dit « J'ai été victime d'inceste ». Pour la majorité des gens, on ne sait pas quoi faire avec ça. On ne sait pas quoi dire. C'est lourd.
Juger l'agresseur, ça donne rien, ça entretient le drame, je dirais. Le ressentiment, la colère qui amène à vouloir engourdir ça aussi, j'imagine. Oui, puis ça entretient le fonctionnement de victime. Ouais. Entendons-nous bien, la personne est vraiment victime. Là. Moi, à 7 ans, j'ai rien fait pour que mon père abuse sexuellement de moi. J'ai 0 responsabilité dans l'acte de l'inceste. La responsabilité, elle vient pas de là, elle vient du pouvoir que je vais donner à ça plus tard comme adulte, puis ce que je vais faire avec ça. Ça, j'ai une part de responsabilité. Et ça, c'est difficile pour le commun des mortels d'accueillir, d'accepter ça. Premièrement, par la victime. La victime veut surtout pas se voir responsable de quoi que ce soit en lien avec ça. La société non plus, les proches. Donc, ce que ça fait, c'est que ça maintient souvent la personne dans un fonctionnement de victime dans lequel elle ne voit pas de possibilité. Et c'est ça qui est triste, c'est ça que j'aimerais parler. Parler, apporter, écrire. Oui, parce qu'on s'entend, tu sais, là, dans ton cas, c'est arrivé, tu avais 7 ans. On s'entend qu'il y a de 7 ans à... 12 ans. Ben, mais ou jusqu'à ce que tu acquières les connaissances de pouvoir faire une rétrospective de cette situation-là, la nommer, te l'expliquer à toi avant de l'expliquer aux autres. Je veux dire, il y a un temps, là, ça fait comme enfant. Mais c'est pas à 12 ans que c'est arrivé. Ben, c'est ça. C'est pas à 12 ans, là. Puis... Parce que tu parlais rendu à l'âge adulte, de vivre avec ça, puis qu'est-ce que t'en fais rendu à l'âge adulte? Il y a un méchant bout de temps, là, entre 7 ans, puis quand tu décides de faire quelque chose avec ça. Puis à 12 ans, on n'a pas d'outils. Ben, c'est ça. Mais oui. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, mettons, on va dire entre 12 ans, parce que je connais personnellement un peu ton cheminement, mais pour les gens qui nous écoutent, entre 12 ans et on va dire 40 ans, 30 ans, ta vie a l'air de quoi au niveau justement des relations affectives? Je sais que t'as une fille. Comment tu vis ta vie avec ces séquelles-là avant de voir qu'il y a un problème, puis il faut que tu te rétablisses de ces traumatismes-là? Oui, bien, très bonne question. Donc, si on repart avec l'idée que ça se passe à l'enfance ou à l'adolescence, puis que l'enfant ou l'adolescent n'a pas d'outils, c'est-à-dire pas de voix pour parler, tabou, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas nulle part, on ne sait pas comment adresser le problème. Souvent, l'adolescent ou l'adolescente va développer des troubles de dépendance. Donc, comment elle va faire avec la situation? Elle va consommer des drogues ou de l'alcool, qui a comme pour mission d'anesthésier le mal. Bon, c'est pas la solution, on s'entend, mais temporairement, ça met un baume et c'est souvent le point commun des abusés au niveau de la sexualité, c'est souvent une dépendance à des drogues ou à l'alcool. Donc, moi, j'ai fait ça. Pendant l'adolescence, j'ai anesthésié tout ce que je pouvais vivre en lien avec ça parce que j'avais pas nécessairement de voix pour parler. Ce qui empêche la personne de parler aussi, parce que j'aurais eu une opportunité, moi, vers l'âge de 16 ans, j'ai fait une fugue. OK. Et la DPJ m'a ramassée. Ouais. Et la travailleuse sociale au dossier assignée à mon cas m'avait demandé dans une entrevue, seule à seule, est-ce qu'il y a des choses qui se passent chez toi que tu me dis pas? Elle t'a ouvert une porte, là. Elle m'avait ouvert une porte, puis dans l'espace d'une seconde, puis je vais m'en rappeler toute ma vie, j'étais assise dans son bureau, j'ai hésité à répondre, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est victime d'abus par un parent, elle porte sur elle la responsabilité de la famille, du couple. Tellement. Et moi, dans mon split condamnation. seconde, oui, puis d'hésitation, dans mon split seconde d'hésitation, moi, je suis la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Donc, je me suis dit, je le savais parce que moi, j'avais vu à Jeannette veut savoir une émission sur l'inceste. Oh! Et durant l'émission, Jeannette en parlait pour la première fois publiquement. J'avais tendu l'oreille. Ma mère écoutait l'émission. Ah, j'ai des frissons. Puis ma mère avait dit, moi, si mon mari abusait de mes enfants, je le tue. Hey boy, là, qu'est-ce qui monte en toi à ce moment-là? Et là, à ce moment-là, je me dis, ben, wow! Puis tu sais, mon père, dans les abus, il me disait, faut pas que tu parles de ça à ta mère, ça va la tuer. Donc, d'une certaine façon, cette responsabilité, je l'ai prise. Ça, c'est la manipulation. Oui, complètement. Mais ça fait partie des caractéristiques de l'abuseur. Hein? Ben oui. Il est très manipulateur. Ben oui. Puis ma mère, je savais dans cette émission-là que c'était criminel. Donc, je me disais, si je le dis à la travailleuse sociale, mon père va aller en prison.
on va perdre notre maison. Mes frères et mes sœurs vont être placés ou bien Pris en charge, pris en charge, mais où ils vont m'en vouloir surtout. Ils vont surtout m'en vouloir d'avoir rendu public puis éclater la famille. Absolument. Briser la famille. Mais c'est fou, hein, comment tu vis quelque chose de tellement dégueulasse. Puis en plus... Tu portes le blanc. Oui, tu t'appropries les conséquences. Comme si tu étais responsable. C'est tellement terrible. C'est ça la caractéristique la pire de la victime d'inceste. Elle va prendre sur elle, elle va avoir honte, elle va se sentir coupable de assez pas quoi. Mais elle se sent responsable de l'unité familiale. C'est sûr. Et de tout ce qui peut en découler. Donc, j'ai fait T'as gardé le silence? Oui, puis je sais que ce jour-là a été un moment déterminant dans ma vie parce que je sais pas ce qui serait arrivé si j'avais fait le choix contraire. C'est-à-dire que si j'avais choisi de dire oui, il se passe des choses puis c'est pas normal, si ça aurait pas été une bonne chose. Mais dans le temps, dans mon temps à moi, là, on est dans quelle année, mettons? 40 ans en arrière? 45 ans en arrière. On plaçait l'enfant en centre jeunesse. Alors, c'est l'enfant qu'on sortait de la famille. En centre jeunesse? Ben oui. En centre jeunesse. Ben, les enfants sont encore placés aujourd'hui, là, quand il y a des situations... oui, mais maintenant, il y a des organismes, puis il y a aussi de l'accompagnement, puis des fois, c'est le père qui va sortir, dépendamment des cas. Là. Exact. Mais je veux juste revenir 2 secondes. À ce moment-là, là, si tu avais décidé d'en parler, selon toi, à qui tu en aurais parlé en premier? À cette travailleuse sociale. OK. Pas ta mère, pas un frère ou une sœur, ou pas quelqu'un de la famille? Non. OK. Non. J'en ai parlé pour la première fois à ma sœur quand j'ai eu mes 18 ans. OK. Elle s'est-tu fait abuser elle aussi? C'est là que je l'ai su. Ah non. Ouais. Elle s'est fait abuser aussi? Oui. Oh my God. Ouais. Puis là, à ce moment-là, tes parents sont encore... Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Ou... Mon père est décédé. OK. Puis ma mère aussi. Bon, ma mère est décédée, mais je disais, mon père est décédé avant ma mère. Okay. Mais moi, j'en ai parlé à ma sœur à l'âge de 18 ans, mais par la suite, à l'âge de 24 ans, j'ai rechuté avec les drogues. OK. Et là, attends, t'avais arrêté à quel âge de consommer? J'avais arrêté à 18 ans. Okay. J'ai arrêté, j'ai rencontré un homme qui était 13 ans mon aîné. OK. Fait que, moi, j'avais 31 17, ans. puis lui, il avait 30. 30, OK. Puis j'ai quitté le milieu des bars et de la drogue pour être avec lui. OK. Au grand bonheur de mes parents. Vraiment ou? Oui, il était heureux, OK. Oui, il était heureux pour moi parce que là, je sortais de la drogue. OK. Mais à ce moment-là, personne ne savait. Mais j'ai fait une rechute de la drogue à 24 ans. Et là, c'est ça. C'est que quand j'ai rencontré cet homme-là, pour la première fois de ma vie, j'ai parlé de ça. À lui? À lui. Et lui, c'était quelqu'un de super bon, là, une bonne personne. Et il m'avait donné un livre qui s'appelait, je m'en souviens encore, qui s'appelait « Personne n'est à l'abri de son enfance » de Jean-Paul Filion. Oh. Wow. Et c'est bien beau, il ça. m'a fait, oui. Comme titre. Oui. Puis il m'a fait lire ça, puis j'ai pleuré ma vie. Là, pendant 2 semaines, je dormais à la Belle Étoile dehors parce que je faisais des crises de panique. Et il m'a accompagnée là-dedans. Et j'étais dans le sevrage de la cocaïne à ce moment-là. Puis il a été hyper patient avec moi. Il a comme, tu prends ton temps, parle-en, mais j'avais jamais entendu parler de thérapie à ce moment-là. Ça n'existait pas dans notre langage. Il n'y avait pas de centre, pas à ma connaissance. Pas quand j'avais 17 ans. On était en 1981. Je ne suis même pas née, toi non plus. Non, 84. 85, moi. Tu vois. 40 ans, tout juste. Fait qu'il n'y a pas de service offert nécessairement pour des situations comme celle-là. Peut-être qu'il y en avait, sûrement. Mais jamais on en parlait. Mais non, c'est ça. Puis ça m'est même pas effleuré l'idée d'aller en thérapie quand j'en ai parlé avec cet homme-là qui est devenu le père de mon enfant. OK. Quand j'en ai parlé avec lui la première fois, il n'y avait que ce livre que je connaissais. OK. Et là, cette année-là, j'en ai parlé à ma sœur, qui, elle, a choisi qu'elle voulait pas en parler. Je pense qu'elle serait même pas bien que j'en parle là. Mais elle a fait son choix, puis c'est très correct. Là. Elle a décidé que... C'est ça, c'est son chemin. Oui, c'est son chemin. J'ai respecté ça, mais sauf que moi, à 24 ans, dans ma rechute, un jour où ma mère portait un jugement sur ma consommation, le chat est sorti du sac. Parce qu'elle me dit, ton père te juge, il dit que tu vas retomber. Puis je lui ai répondu dans une colère
peu retenu sous l'effet de la consommation. Je dis, il veut bien parler, lui, c'est à cause de lui si je consomme. Et de là, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et moi qui ai pensé à cette époque-là que ma mère avait peut-être mis des œillères puis qu'elle le savait, j'ai dit, ben arrête de faire l'autruche, tu sais pourquoi. Elle ne savait pas. Elle a juré jusqu'à sa mort qu'elle ne le savait pas. Ah, shit. Donc, elle, ça a été l'éclatement. Ça a été dur. Mais voyez-vous, le fait d'en parler, ça a créé toute une dynamique que j'avais tenté d'éviter toute ma vie. Là. Oui. À 24 ans, là, ça a créé dans ma famille une zone de choc. En même temps, l'onde de choc est dans toi depuis toutes ces années-là. Oui. Tu sais. Et ça, c'est la chose que j'aimerais dire qui est le plus tragique pour la victime d'inceste. Oui, il y a l'effet de l'appropriation du corps, l'abus, l'envahissement de la sexualité, de la partie la plus intime de l'être. Ben il y a oui. ça, c'est clair. Il y a la trahison. La trahison qui est un truc très profond, je dirais. La trahison de l'autorité bienveillante qui est supposée te protéger du malheur et de l'attaque devient ton ennemi. Donc, Ton agresseur. donc, qu'est-ce que fait l'enfant face à une autorité dangereuse? Elle apprend à se fier sur elle-même et à se méfier des personnes en position d'autorité. Donc, ça crée, par le fait même, un trouble de l'opposition. un trouble de l'opposition, un trouble de l'attachement, un trouble de... Anxieux. Oui, antisocial, de dépendance, parce que... Limite même. Ben oui, parce qu'à 10 ans, on a besoin de notre parent, on a besoin d'un guide. Justement, tu sais, il y a un point que je veux aborder. Comme parent, on n'est pas parfait. Hein? Puis, on n'a pas de manuel sur comment être parent. Il y a plein de livres qui existent, mais tu sais... Puis moi, comme père, je m'en veux moins aujourd'hui, mais il y a des fois où je revois des situations avec ma fille où je me culpabilise. J'aurais pas dû agir comme ça. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû le dire de cette façon-là. Puis je suis séparé d'avec la mère de ma fille. Puis je m'en veux des fois qu'Alice ait vécu dans certains jours chaotiques, dans les chicanes de couple, puis ainsi de suite. Mais le point que je veux soulever, c'est l'amour inconditionnel des enfants. T'sais. Fait que je me demande, je reviens à quand tu avais 7 ans jusqu'à... Comment on fait? Tu vis avec quelque chose de très négatif. Est-ce que tu as un amour inconditionnel quand même? Je veux dire, vous faites peut-être des activités de famille, des activités avec ton père. Il y a des fêtes, je veux dire, il y a des moments de famille qui sont très proches émotionnellement. Surtout, vous êtes 5 enfants. Fait que est-ce qu'il y a un amour inconditionnel quand même ou il y a vraiment une coupure qui s'est faite? Bien, au moment de l'aveu, de la mise au clair de ce qui s'était passé, bon, il y a eu une crise. Normale, je pense. Bien sûr. C'est là où... Donc, dans cette période-là, la colère était là. La colère, le ressentiment, oui, les partis pris, les coalitions dans la famille. Bon, c'est normal, c'est une tempête, là. C'est une tempête, là. On se situe, puis... Un tsunami, même. Tu sais, je ne veux pas parler pour mes frères et sœurs, mais aussi, là, ça faisait... ça mettait à jour. Bon, ma mère, entre autres, a réagi en... Puis elle aussi, elle a fait ce qu'elle pouvait, là, mais elle s'est beaucoup victimisée. Donc, elle a pris sur elle, là, la trahison de mon père. Et elle a décidé qu'elle en parlait à tout le monde. OK. Donc, moi, par conséquent, et en entraînant ma sœur là-dedans... tout le monde savait. Tout le monde savait. Fait que là, quand on va dans la famille autre, ben... La famille les cousins, les cousines, les mononcles, les matantes... Tout le monde est au courant. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, puis tout le monde ne sait pas quoi faire avec ça. Fait qu'on fait en blague qu'il n'y a pas un éléphant dans la salle. Tout le monde te regarde, puis tout le monde regarde ton père. Ou me regarde pas. Ou c'est ça, ouais. Et on fait semblant qu'il n'y a pas un éléphant dans la salle, tu sais. Mais il y en a un. Donc, ça crée des inconforts. Et c'est ça aussi que porte la victime d'inceste, c'est qu'elle porte une forme de responsabilité sur la vérité. C'est elle qui est victime, mais toute sa vie, elle va être responsable. Vous voyez, je vous parle en ce moment,
puis je suis en train de vouloir protéger ma famille, de me dire, s'ils me voient, puis s'ils entendent que j'ai dit ça, puis Qu'est-ce qu'ils ça vont les entraîne automatiquement. Tu sais, moi, je connais des gens, ils connaissent des gens. Ils savent. Des gens. Ben, c'est des victimes collatérales, par défaut. C'est des victimes collatéraux, puis ils veulent pas nécessairement exposer ça. Mais non, C'est sûr. c'est ça, c'est pas leur choix. Parce qu'il y a une honte. Absolument. Alors que mes frères et sœurs n'ont rien à voir avec ça. Exactement. Tu sais, eux, ils sont que des victimes de... Mais est-ce que ça leur tente d'exposer ça? Non. Puis si moi, je me tais, ben je prends pas soin de moi. Exact. Mais si je parle, je les entraîne dans un tourbillon. Tu sais, toute ma vie, j'ai attendu de pouvoir en parler publiquement parce que mon père était encore vivant. Ouais. Et parlant d'amour inconditionnel, pour répondre finalement à ta question par plein de détours, oui, je suis arrivée à pardonner à mon père parce qu'on s'est parlé. Puis parce que j'ai une résilience de fou. Moi, j'ai décidé, et ça me touche, que j'allais récupérer ma vie. Que je ne resterais pas toute ma vie une victime. Je refuse de rester victime. Non. Ni dans ma sexualité, ni dans ma vie. J'ai décidé que j'allais faire tout ce que je peux pour récupérer et ma sexualité, parce que c'est bon la sexualité quand on est dans le plaisir. Donc, c'est pas vrai que je vais laisser ça à mes abuseurs, parce que j'ai eu d'autres abus par la suite. C'est pas vrai que je vais maintenir une vie. C'est pas vrai que je vais passer ma vie dans les dépendances parce que j'ai été abusée contre mon gré. C'est pas vrai que je vais perdre de bonheur. Moi, je vais tout faire pour obtenir mon bonheur. Donc, c'est sûr que j'ai fait des démarches. J'ai fait des démarches thérapeutiques, j'ai fait du travail sur moi, j'ai affronté le non-dit. Le silence et le non-dit. J'ai rencontré mon père. Bon, après, tu sais, j'ai la chance d'avoir quand même eu la possibilité de le faire, parce que c'est pas tous les parents qui sont capables. On s'entend qu'un abuseur sexuel, il y en a de toutes les catégories. Il y en a des récupérables, il y en a des irrécupérables. Et je parle pour ceux dont la conscience est là, puis que le déni est pas là. Donc, il n'a pas nié, mon père. C'est ça, tu l'as confronté, t'avais quel âge? Bien, je l'ai confronté. Quand je l'ai dit à ma mère, ma mère a mis mon père dehors. Donc là, il y a eu la crise familiale, là, où les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Que tu te sentais coupable. Je me sentais coupable de provoquer ça. J'avais peur de ne pas être crue, mais heureusement, comme ma sœur avait elle aussi vécu, ma sœur a confirmé que c'était vrai, donc ma mère nous a cru. Mes frères aussi. Mais là, après, il y avait une division dans la famille. Là. Ceux qui étaient pour qu'on en parle, puis ceux qui étaient comme on met ça en arrière. Puis, j'ai pas confronté mon père, mais mon père m'a demandé une rencontre avec lui. Donc, c'est venu de lui, OK. Oui, il m'a demandé une rencontre pour en parler, puis pour me demander qu'est-ce que je peux faire pour récupérer. Dans ma rencontre, il admettait en partie, mais en même temps, pas qu'il banalisait, mais il justifiait un peu. Puis, pas des vraies amendes honorables, pour se déculpabiliser, j'imagine, là. J'imagine. Mais bon, moi, à ce moment-là, j'étais encore toxicomane. Fait que, tu sais, dans la même foulée, il m'a demandé un souper. Moi, j'ai demandé de l'argent pour acheter de la poudre. Fait que, tu sais, donc, avant 24 ans, c'est oui, ça? Ben, avant 27. Avant 26. Non, parce que t'as rejeté à 24 ans. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas une rencontre... sobre. Non. Puis c'était pas une rencontre de guérison. Et de réparation. Oui, c'est ça. Lui, il était défensif, ça venait d'arriver, il était dehors. Moi, j'étais encore dans la consommation. C'est des années plus tard, en fait, que après un cheminement puis un travail sur moi, où là, j'ai récupéré à la fois mes blessures, ma peine, parce que là, j'en parle avec pas tant d'émotion, mais parce que j'en ai parlé, mais ça m'arrive encore des fois d'être touchée par ça. Particulièrement avec les clients que j'aide qui ont traversé des épreuves comme celle-là. Mais des années plus tard, avec beaucoup de travail sur moi, j'ai décidé de ne plus voir mon père comme un monstre, mais comme une personne malade qui était lui-même perturbé. Allez savoir pourquoi, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas. Et à un moment donné, c'est sûr qu'on s'est reparlé. Là, ça a duré presque 1 an et demi, je dirais, là, qu'on ne se parlait plus du tout. Moi, après, je suis rentrée dans les fraternités anonymes en 89. OK. Donc, et là, dans ce mouvement-là, j'ai commencé un travail sur moi, de la thérapie.
de l'accompagnement. Et à un moment donné, j'étais au Centre de relations d'aide de Montréal, qui a été une étape cruciale pour moi, là, où j'ai fait la première année de la formation, qui offre un travail sur soi incroyable dans lequel on va, pendant 1 an, être accompagné par une équipe. Ça existe encore aujourd'hui? Ça existe encore aujourd'hui. J'enseigne là maintenant. Merveilleux. Ouais. Le CRAM, le Centre de relations CRAM, d'aide de parfait. Montréal. Donc, par leur amour bienveillante, par leur non-jugement, par leur écoute, j'ai pu accueillir mon vécu sans chercher de coupable, juste en prenant soin de mes affaires, là, tu sais, en prenant soin de moi. Tellement important, sans chercher de coupable. C'est ça, là. C'est parce qu'on... Juste l'accueillir. Les humains, on a tendance à... C'est sûr que dans le cas d'un abus, il y a un coupable, mais c'est que ça nous enlève la lunette sur nous quand on est juste dans l'autre, puis c'est ça qui est important. Tellement, Eliane, là, je dirais que ce qui manque là, à notre société, là, c'est que le mouvement MeToo, là, ça l'a ouvert des portes. Ouais. OK? Tout le monde maintenant peut dire... J'ai vécu ça, moi aussi. J'ai vécu ça. Exact. Mais après... Puis après. Ouais, c'est ça. Puis après, MeToo. Parce que si tout ce que je fais, c'est crier haut et fort que j'ai été abusée. Sur les réseaux sociaux? Oui, ça fait du bien de let it out. OK. Mais après. Tu fais quoi avec? Mais on fait quoi après? Comment on joue après? Comment on se rétablit de ça? Puis rester dans la colère, le ressentiment. Et la vengeance. Et la vengeance, c'est ne pas faire preuve de bienveillance à son égard. Absolument, c'est à nous qu'on fait mal. Parce que tu focuses juste sur l'autre. Ben oui. Oui. Il n'y a pas de guérison quand tu fais juste faire c'est de la faute à l'autre. C'est impossible. Non. Puis qu'est-ce que ça fait quand je suis sur l'autre et que tout le monde me dit c'est un écœurant, puis les hommes sont des prédateurs, puis des narcissiques. Ben, j'entretiens la colère, la haine, le ressentiment, puis je vois pas mon pouvoir. Exact. OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Exactement. Comment je me reconstruis? C'est ça la question. Comment je me reconstruis? Et ça, il y a peu d'outils. Exact. Alors moi, j'ai décidé de développer les miens et de les partager. Je suis rendue là. On va les partager sur Sober Lab, si tu veux bien, ben même. Oui. J'aimerais beaucoup ça. Puis c'est pour ça que je voulais faire un documentaire avec toi pour en parler. On va le faire. On va le faire. Oui, mais tu vois, ce qui arrive, c'est qu'on a beau le proposer. On se fait fermer la... Les médias ne veulent pas diffuser. Non, mais c'est pour ça qu'il faut le diffuser nous-mêmes. Okay. Puis tu sais, moi, ce projet-là, parenthèse, on va pas trop en parler parce que ça reste une super de belle idée qu'on a eue ensemble, mais on va le faire. Je m'engage à faire ce projet-là. Après mon tourbillon, on sait comment la vie s'est passée après qu'on ait développé cette idée-là avec tous les projets, etc. Mais c'est un projet qui existe puis qui mérite d'être diffusé, publié. Puis tu parles de médias, puis je fais une parenthèse. On entend dans les médias où on entend parler de viol, d'abus sexuels. On n'entend pas tant parler, là. Mais oui. Non, mais quand il y a des histoires, c'est qu'on entend viol, abus sexuels. On n'entend pas beaucoup inceste. C'est encore tabou. Oui. Tu sais, je suis touchée par ce que vous dites, parce que, Caroline, il y a des moyens, il y a du monde souffrant là, qui nous écoute, là, puis il y a des moyens. Il y a des solutions. Puis la solution, c'est pas la haine. Non. C'est pas de prendre la responsabilité de ce qui nous est arrivé, mais c'est de prendre soin de soi. Exact. Et laisse faire l'abuseur, là, lui, il va payer ses billes, là, ou en tout cas, tu sais, le but est pas là. Exactement. Et on donne pas d'outils. Non. C'est les outils qui font la différence. Et moi, je suis une miraculée. Absolument. Parce que je suis heureuse. J'ai récupéré ma sexualité épanouie. Je suis sobre. Je suis heureuse. Un travail que t'aimes. Je me suis réalisée malgré et l'inceste et le viol. Oui. Il y en a qui refont jamais leur vie après, puis j'en connais. Là. Moi aussi, j'en connais. Ils n'ont jamais refait leur vie, ils sont restés un peu seuls. Victimes, qui n'en ont pas parlé ou ils en ont parlé, disons, en thérapie. Oui. Mais c'est les outils pour la résilience. Puis c'est vrai de ça, c'est qu'on n'apprend pas à nos enfants à être résilients, à être forts. Il faut être fort. Mais pas fort juste fort dans la façon qu'on perçoit les choses, puis qu'est-ce qu'on envoie dans le monde, tu sais, c'est parce qu'il faut aller au-delà du préjugé. Exactement. Puis, tu sais, par exemple, mon père, quand, à un moment donné, après un long travail sur moi, j'ai accueilli ma blessure, j'ai accueilli mon vécu souffrant, j'ai pris soin de moi. Mm-hmm.
à un moment donné, je suis partie avec mon père en Floride, parce que là, on s'est reparlé. Ouais. Bon, on est partis passer 2 mois ensemble en Floride. Et Les deux seuls? Oui, tous les deux seuls. Et durant le voyage, j'avais des vieux albums photos, puis je lui demandais de parler de l'histoire de la famille. Et c'est là que mon père a pu me parler de ses propres abus à lui par les prêtres, quand il était un jeune enfant. Ben oui. On s'entend, Abuseur, ceci n'excuse Non. pas cela. Ça Mais ne non. justifie pas, c'est inacceptable de prendre du pouvoir sur un enfant sexuellement. Là. On Absolument. s'entend que c'est non. Maintenant, moi, d'entendre, et c'est souvent le cas, là, hein, quand une personne est abusée, elle fait 2 choses. Acting in, elle se détruit, puis elle s'automutile, S'autodétruit. se détruit, se sabote. Exact. Se sabote une grande partie de sa vie. Ben oui. Ou elle acting out et elle refait l'acte à d'autres. Ouais. Donc, mon père a fait un acting out. Moi, j'ai fait un acting in. J'ai pu être sensible à lui. Ça m'a aidé de savoir que dans l'héritage, lui-même avait ses propres blessures. Ouais. Sans expliquer puis sans pardonner le geste, j'ai pu pardonner l'homme. Et à partir du moment où j'ai pu accorder mon pardon, d'abord et avant tout pour moi, parce que moi, j'ai pas envie de passer ma vie en guerre, dans le ressentiment. Quand on haït, on en veut. On souffre. Ici, maintenant, on pourrit notre moment présent. Absolument. Donc, puis en plus, on est impuissant. On ne changera pas l'autre. Fait que de récupérer ça avec lui, ça m'a permis d'avoir un regard différent sur lui et par le fait même de récupérer ce qu'il y a de bon dans ma relation avec mon père, qui n'est pas un monstre, même si tout ce qu'il a fait était inacceptable. Il aurait pu tendre la main pour aller chercher de l'aide lui aussi. Ouais. Bon, à son époque, il n'existait pas trop de moyens tels que... Mais je me dis aujourd'hui que si jamais on voulait aider, parce qu'il n'y a pas juste des abusés qui nous écoutent, j'imagine il doit peut-être y avoir des abuseurs parce qu'il y en a plus qu'on pense. Absolument. Ben oui, il y en a beaucoup. Mais ce sont souvent des personnes qui eux-mêmes ont été blessées, ont été des enfants abusés. Et si on ne leur tend pas la main dans le but d'une guérison ou d'un traitement, Ouais. Si on les lapide sur la place publique comme des monstres, ils iront pas chercher de l'aide. Non. Et un abuseur aidable, on s'entend, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, je le répète, il y en a qui ne le sont pas. Ce sont des personnes atteintes de santé mentale. Qui ont Ouais. besoin de soins, puis qui ont besoin d'être enfermés. Ouais. Mais s'il y en a 1 sur 10 qui est récupérable parce que on lui donne une chance d'aller pas acting in, non, mais se réparer, puis suivre un traitement, ben ça fait peut-être 10 victimes de moins, je sais pas. Absolument. Mais il faut briser le silence aussi. Oui, il faut briser le silence. Briser... Mais pour en arriver là, il y a tout un cheminement. Oui. Je veux pas que la personne pense qu'il faut qu'elle passe de l'aveu au pardon puis à la responsabilité, là, loin de là. C'est un cheminement de plusieurs années. Un cheminement que moi, j'aimerais offrir dans une forme de suivi spécifique. Et c'est ce que je suis en train de travailler sur. C'est cool. Je suis en train de vouloir diffuser des outils. Je vais probablement faire une conférence à l'automne sur les impacts de l'abus sexuel sur les victimes, les moyens pour pouvoir amorcer une guérison. Se rétablir. Se rétablir, oui. Et de là, je verrai la réponse et peut-être un plus long... Un cursus plus long, oui, un séjour là, dans des beaux endroits comme Summerlab. À la station, définitivement. As-tu des stats dans le milieu où tu travailles, le ratio d'hommes versus le ratio de femmes qui sont victimes de ça? J'ai pas de stats. C'est une bonne question. Moi, j'accompagne beaucoup. Je suis thérapeute en relation d'aide depuis presque 30 ans. J'ai beaucoup de clientèle qui ont vécu l'abus sexuel. J'ai des hommes et des femmes. Je ne pourrais pas dire le pourcentage. Les femmes sont plus promptes à en parler que les hommes. Dans mes groupes au CRAM d'étudiants, parce que j'y enseigne maintenant, mais j'ai souvent, quand j'ose en parler, moi, j'en parle maintenant assez facilement. Ouais. Ça aussi, c'est une chose que j'ai refusée. C'est pas de ma faute. C'est clair pour moi. J'ai pas...
je suis pas fragile pour autant. J'ai pas honte. J'ai pas peur de parler de ça. Pas plus que je dirais, j'ai reçu une tape en arrière de la tête. Ça m'est arrivé. Donc, j'aime ça, la liberté que j'ai de pouvoir en parler. Mais je le sais que quand j'en parle, souvent, ça fait... C'est plus les autres. Et j'ai fait ça au début, quand j'en parlais, je prenais soin des autres. Ben non, c'est pas grave. Écoute, t'es-tu sûr que tu veux en parler? T'es-tu correct? Oui. C'est vrai, la sollicitude est là, c'est pas une mauvaise intention. Là, les gens veulent t'accueillir. Mais ça aussi, j'ai besoin d'en parler. Comment on accueille une personne qui avoue l'inceste ou l'abus sexuel? Comment je réponds à ça? Les gens ne savent pas faire ça. Comment qu'on fait? Non, c'est vrai. On écoute. On dramatise pas. On dit rien. On n'exagère pas. On reçoit. De dire, mettons, j'entends ta peine ou quelque chose, des trucs comme ça, c'est-tu... Oui, je t'entends. Veux-tu en parler? T'es-tu correct? Je t'écoute. De toute façon, je pense qu'en n'ayant pas le bagage de connaissances pour recevoir ça de façon professionnelle, la seule chose que tu peux faire, c'est juste de prêter l'oreille et d'être attentif. Tu sais. Tout à fait. On écoute, on demande si la personne a besoin d'aide. Mais on la laisse faire son chemin. La personne, elle va faire son chemin. Elle va dire ce qu'elle a besoin. Tout comme on l'écoute nous raconter que au bureau, il y a un collègue qui fait la baboune. Bon. Ou qui l'harcèle. Tu sais, on va l'écouter. De confluer, qu'on appelle confluer, c'est-à-dire aller dans le sens de la victime, c'est « Oh, le tabarnouche! » T'aurais pu dire tabarnak. Ouais, on a le droit de... Choisis mes mots. Oui. Oh, le tabarnouche! Les cœurs sont toutes pareilles. Oui, de renforcer, dans le fond, le sentiment de victime. Oui, exactement. Puis de bitcher l'autre, puis de prendre parti. Ça jette de l'huile sur le Absolument. feu aussi. Ça aide pas au rétablissement. Puis ça règle pas le problème que toi à l'intérieur. Mais non. Puis dans plein de situations, on a du monde qui sont plus fâchés que nous versus les situations qu'on vit, tu sais. Ouais. C'est correct, c'est de l'empathie collatérale, mais tu sais, faut que les gens aussi apprennent à pas surréagir. Oui, c'est ça. Dans tes suivis, est-ce que tu parles un peu justement de la régulation émotionnelle, tu sais, de se réguler émotionnellement, des outils pour se réguler émotionnellement? T'en as-tu, mettons? Qu'est-ce que tu entends par réguler? Ben, réguler le système nerveux pour justement prendre des meilleures décisions, par exemple. Tu sais, si je vis une situation traumatique, ben là, cortisol, le stress, je vais être en mode fight or flight. Là, action-réaction, je vais vouloir me battre. Mais tu sais, comment qu'on fait pour justement pas aller là, dans le fight ou dans le flight, je les prends en français. Fuir ou affronte. Ouais. Mais je pense que la réponse initiale, là, la réaction initiale, elle est correcte. Peu importe laquelle. Si c'est ça qu'on vit. Si c'est une situation très stressante, on accueille. On accueille le vécu. La personne elle a besoin de se défouler, elle a besoin de parler, répéter. Si ça vient d'arriver, puis que c'est un choc, là, puis oui, la personne, elle doit ventiler ce qu'elle a de besoin. Ouais. Après, si elle reste comme ça après 10 ans... Là, c'est problématique. Oui, là, ça peut devenir une réaction inappropriée dans le sens où ça crée des conséquences. Tu sais, moi, que j'avais pris de la drogue, c'est bien correct, là. Ça a anesthésié mon mal. Un temps. Mais à un moment donné, la drogue est devenue un problème de plus. Et celui que j'affrontais pas résolu. Exactement. Oui, puis, by the way, on n'est pas en train de suggérer de tomber là-dedans pour... absolument pas. Non. Mais dans le sens que, tu sais, ce qu'il faut tirer de ce que tu dis, c'est que chaque personne a comme un exutoire face à un seuil de tolérance à la souffrance. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Puis tu sais, la résilience, elle est composée de quoi? Elle est composée de l'acceptation. De l'acceptation de ce que j'ai vécu. Après ma barre, je pense. Oui. Ouais. Puis de l'acceptation même des défensives que j'ai mis en place ou des réactions que j'ai eues pour combattre la... C'est de la survie, là. C'est de la survie. Et je pense qu'un des ingrédients de la résilience, c'est aussi la responsabilité. Absolument.
qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Qu'est-ce que je peux changer, comme dans la prière de la sérénité? Oui. Puis, comment je vais me... Je me souviens, en 90, je m'étais assise dans le bureau de Colette Portelance, qui est la fondatrice de l'école, puis qui est une auteure incroyable, qui a écrit... Les 7 clés du lâcher-prise, j'ai lu ça à un moment donné. Oui, wow. Elle a écrit de nombreux beaucoup, là. livres, là, mais dans son bureau, tu sais, dans la formation du CRAM, on parle de responsabilité. OK. Une des bases de la philosophie, c'est qu'on est responsable de tout ce qu'on vit, selon nos pensées, nos réactions face aux déclencheurs, etc. On le crée. Ben oui, on est responsable, mais moi, j'adore ça parce que ça nous donne un grand pouvoir. C'est-à-dire que si je suis responsable de tout ce que je vis, c'est pas tant le déclencheur que comment je réagis à ce déclencheur. Je peux l'haïr, je peux l'oublier, je peux le fuir, je peux banaliser, je peux... L'envoyer chier. Oui, ou je peux l'affronter, m'affirmer, peu importe. J'ai un pouvoir sur ce que je fais face à n'importe quel déclencheur de ma vie. Tellement. Puis un jour, je m'étais assise dans son bureau, j'étais dans ma 2e année du CRAM, puis j'ai dit, veux-tu bien me dire, Colette, en quoi je suis responsable de l'inceste? Parce que je faisais mon chemin, c'était le début de mon rétablissement. Puis elle m'avait dit, tu sais, Louise, t'es pas du tout responsable de l'inceste, là. T'es une victime d'inceste. Mais tu es responsable de ce que tu vas faire avec parce que c'est ton héritage, que tu le veuilles ou non. Mm-hmm. Ouais. Ton héritage, là, c'est ce que la vie met sur ton chemin et sur lequel tu as 0 pouvoir. Et je suis sortie de son bureau en me disant, veux-tu bien me dire quel genre d'héritage que c'est ça? Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et 2 années plus tard, je suis allée faire un bac à l'université, puis... J'ai commencé par un certificat, puis il fallait que je fasse un stage. J'étais en psychosociologie de la communication, puis il fallait que je fasse un stage en milieu de travail. Puis j'avais décidé que j'allais faire un programme pour aider les femmes victimes d'abus sexuels. Et j'avais fait un atelier que j'avais monté, et j'avais eu une réponse très grande. Je pouvais prendre 12 personnes. Et cet atelier-là m'a donné à la fin une réponse à c'est mon X de vie, c'est ma mission de vie. J'ai parlé de mon expérience avec ces femmes-là que j'ai écoutées et j'ai vu qu'il y avait tellement de souffrance. Je me suis dit, tiens, c'est ça mon héritage, c'est d'aider ceux qui en souffrent à trouver des moyens de se rétablir. Donc, j'ai pris la responsabilité de me rétablir de ça, de prendre soin de moi pour éclairer le chemin de ceux qui sont dans le noir. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que si tu avais recommencé ta vie, tu choisirais les mêmes épreuves, les mêmes... Puis la réponse est oui. Je ne changerais plus de vie aujourd'hui. Ça m'a apporté une dimension spirituelle d'amour de mon prochain assez grande. Parce que, tu le sais, hein, c'est dans la noirceur qu'on trouve la vie spirituelle. Absolument. Ouais. Elle est nécessaire. La souffrance est nécessaire. Sinon... C'est touchant quand même comment on se retrouve dans... Je me souviens pas si c'est Fred Pellerin, je pense que oui, dans une de ses chansons, il dit c'est dans la noirceur que la lumière se crée ou quelque chose comme ça. C'est la chanson de David Portelance, écrite par David Portelance, le fils de Colette Portelance. C'est ça, OK. Chantée et interprétée par Fred Pellerin. Oh, wow! Voilà, Se tenir debout. Voilà. C'est ça, hein, fascinant, c'est dans la lumière, Wow. dans la noirceur que la lumière se crée ou quelque chose de même. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Ah oui, c'est Ben ça. exactement, on la cherche, on est quasiment né pour ça. Ouais. Tu sais? Ouais. On est né pour essayer de trouver la lumière, mais en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai tellement eu peur de ma lumière, de briller, je me suis tellement un peu, sabotée, pas un peu, je me suis énormément sabotée. Puis après ça, tu fais comme, c'était mon chemin, tu sais, fallait que je passe par tout ce sabotage-là, cette destruction-là pour comprendre que je suis responsable de chercher la lumière. Ouais. Puis tu l'as bien dit, t'éclaires le passage d'autres personnes qui souffrent. Puis moi aussi, j'en ai fait une mission, pas par rapport aux abus de substances, mais par rapport à l'alcoolisme, la dépendance. Mais Ouais. tu vois, t'en es un bel exemple de résilience. Oui. Eliane, C'est pour ça toi-même. Oui, T'as choisi le chemin de la construction puis de la sobriété parce que tu voulais te construire exact. à partir de tes épreuves, mais ils font partie de ton bagage. Tu peux pas juste avoir un coffre d'outils puis dire, je l'aime pas le marteau parce que je me suis cogné le doigt avec. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais c'est tellement ça.
je vais aller m'en acheter un autre. Ben oui, Mais bon. il y a des magasins pour ça. Exact. Ah, c'est fou. Puis on dirait, quand je veux pas dire, je sais que ce discours-là n'est pas populaire, mais on a beaucoup de victimes dans la société. Tout le monde souffre de quelque chose. On a tous des épreuves. On a tous des épreuves. On a plein de... Puis après... Pour citer Jean-Paul Filion, personne n'est à l'abri de son enfance. Exactement. Exact. Même dans les gestes qu'on veut faire de meilleur pour nos enfants sont blessés. Exactement. Moi, j'ai demandé un jour à ma fille, c'est quoi, elle avait 20 ans, c'est quoi l'affaire que j'ai pu déclencher le plus de souffrance en toi dans notre histoire de vie? Puis qu'elle m'a répondu, moi, j'étais en bas de ma chaise. C'est quoi? C'était un épisode où est-ce que je lui ai crié dessus parce qu'elle m'avait parlé... avec un ton méprisant. Elle m'avait vu faire ça avec une amie, puis elle m'a répondu sur la même chose, mais moi, avec mon amie, c'était de l'humour. Ouais. Mais elle, là, ma colère, puis ma réaction, là, ça l'a traumatisée. Ah ouais. Puis je me souvenais ni de l'événement, ni du ton. Et pour moi, c'était anodin, là, ce qu'elle me racontait, mais pas pour elle. Les perceptions. Elle a eu peur de moi. Pour nous, des fois, c'est rien. Puis pour nos enfants, Alice aussi, elle a déjà eu peur. Puis on n'en a jamais reparlé. Un jour, ça va venir. Mais les perceptions des enfants. Puis justement, je voulais savoir, ta fille, est-ce que j'imagine que tu lui en as parlé de ce que tu as vécu. Oui. Et à quel âge? Ça a été quoi comme dynamique, cette discussion-là? Très intéressant comme question. Ben, d'abord, au départ, il faut comprendre que moi, j'ai eu mon enfant, c'était la première enfant de la famille. Ah, OK. Moi, je suis la Premier première. bébé. Oh. Puis j'ai eu le premier bébé. OK. Et au moment où je l'ai eu, j'ouvrais un commerce avec son père, puis on a habité chez mes parents le temps de la construction parce que notre immeuble était en travaux. OK. Et compte tenu que mon conjoint savait ce qui se passait pour mon père, on voulait pas, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore parlé de ça. Oh. Donc, rappelez-vous, j'ai 18 ans, je suis enceinte, j'ai mon bébé à 19 ans, je viens d'avoir 19 ans, on rouvre un commerce, mon ex et moi, puis on reste chez mes parents. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Donc, moi, mon truc, c'est de jamais laisser mon enfant seul avec mon père, sans le dire à ma mère. C'est ça. Donc, il y a tout ce qu'on tricote pour... Mais ton conjoint le sait. Mais mon conjoint le sait, puis lui, il veut pas laisser la petite seule avec mon père. Puis il n'en parle pas non plus, puis il vit avec ça. Il n'en parle pas non plus, puis il est fâché. Mais en même temps, il n'en parle pas non plus. Donc, on a notre commerce, on s'arrange pour que mon père soit jamais seul avec ma fille. Et puis, à l'âge de... probablement à son adolescence, là, je pense que j'en ai parlé de ça. 15 ans, genre? Oui, quand elle avait 15 ans, 16 ans. Parce que là, moi, j'ai ma rechute, elle a 5 ans. Donc... Et là, grosse rechute? 1 an et demi. OK. Donc, pendant 1 an et demi, moi, je suis partie. Je suis sa rumba, là. Puis t'es-tu séparée déjà? Oui. OK. Et elle, ça l'a marqué. Elle est encore marquée par ça. Elle a vécu de l'abandon parce que là, moi, je suis partie à la déroute et je l'ai laissée avec son père, qui était quand même un très bon père avec une super conjointe parce qu'1 an plus tard, lui, il était avec une autre femme avec qui il a passé tout le reste de sa vie. Oh. Donc, la belle-mère de ma fille qui est encore très présente dans sa vie. OK. Même si le père est décédé. Ah, le père est décédé? Oui, mon ex est décédé. Okay. Donc, elle a été marquée plus par mes problèmes de dépendance que n'importe quoi, là. C'est parce que elle a vécu de l'abandon. Ouais. Donc, elle aussi, elle a développé des problèmes de dépendance. OK. Mais après, oui, elle sait. Oui, on en a parlé. Elle me dit qu'elle n'a jamais rien vécu de cet ordre-là. Puis aujourd'hui, j'ai des petits-enfants, dont des jumelles de 16 ans. Ah, mon Dieu. Elle a quel âge, ta fille? Ma fille, elle a 41. Ah, mon Dieu. OK. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Non, non. Mais non, tu l'as eu à 19 ans. Oui, c'est ça. J'ai 60. Ben oui, c'est ça. Le calcul est bon, hein? Ouais. Et donc, elle a eu des jumelles. Puis une de ses jumelles est venue vivre avec moi pendant 1 an. Donc, tu sais, ils ont l'âge. Ben parce qu'elle a demandé d'avoir plus d'encadrement. OK. Donc, elle est venue vivre avec moi. Puis, OK. Ils sont à l'âge là où on peut expliquer des choses. Moi, j'en parle de mon problème. C'est sûr, ma fille, elle en parle de cette période où, dans ma consommation, elle a vécu de l'abandon, des peurs, là, parce que c'est sûr que
j'étais abîmée. Là. Ouais. Mais j'en parle déjà avec ma petite fille, puis je parle de tout ça depuis qu'ils ont 4 ans, 5 ans. Là, okay. Que s'il y a personne, leur corps, ça leur appartient, que personne n'a le droit de toucher à ça, qu'ils sont protégés par ça, qu'il faut qu'ils en parlent si jamais il y avait... Mais tu sais, j'en fais pas un drame non plus, non. Là, je ne veux pas les épeurer. C'est ça qui n'est pas évident. C'est qu'il faut avoir un dialogue ouvert avec ça, mais il ne faut pas non plus en faire une montagne. Exact. Pour leur faire peur, puis les rendre méfiants. Il ne faut pas non plus ignorer que c'est souvent dans la famille immédiate. Très souvent. Même entre frères et sœurs. Oui. Oui, ben oui. Beaucoup. Oui, tu sais, dans notre documentaire qu'on voulait faire, on avait le témoignage d'un jeune homme là, qui a abusé de sa sœur. La mère a tout fait pour éviter que tout homme dans sa vie abuse de ses enfants parce qu'elle avait été abusée. Oui. Puis pour découvrir à l'âge de 12 ans que sa petite fille était abusée par son frère depuis des années. Oui, puis ça se manifeste d'une façon qui... On pense quasiment que c'est du jeu, tu sais, entre frères et sœurs, avant de se rendre compte que c'est de l'abus, que c'est de l'inceste. Ouais. Des fois, il y a comme un gap, là, tu sais, c'est comme... Entre le jeu de découverte sexuelle. Oui, exactement. Le jeu avec un frère pas vieux, pas plus vieux ou pas plus jeune, mais entre une grande différence d'âge et un frère en âge ou une sœur en âge d'être adulte avec un plus jeune. C'est ça, voisin, exactement. 10 ans plus vieux que toi. Une gardienne. Moi, j'ai des histoires avec des gardiens, gardiennes, là. Moi, j'ai comme théorie que toute personne pouvant faire figure d'autorité sur un enfant, c'est inadéquat de poser, tu sais. Absolument. C'est normal, les jeux sexuels entre les enfants d'une même fratrie, là, tu sais, des découvertes. Quand c'est consentant. Quand c'est consentant, oui. Des deux côtés, et puis que c'est de la curiosité. Exactement. Mais quand l'un a un pouvoir d'autorité parce qu'il est plus vieux puis il garde son plus jeune, ou exact. Ça, parce que la différence d'âge est importante. Absolument. Ça crée les mêmes séquelles qu'un inceste parent-enfant. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que l'enfant, des fois, le sait même pas. L'enfant, tu sais, qui vit ça, il le sait pas, un peu comme toi. Ben, non, toi, tu le savais, mais tu sais, tu vis de l'inceste, mais ça doit tellement jouer dans la tête, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est juste ça que je veux dire. Ça rend confus. Ça rend confus. Oui. Puis le problème aussi, c'est que, et ça, je l'ai dit pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ont été victimes d'inceste ou d'abus sexuels, c'est qu'avec le temps, on récupère une partie de notre vie sexuelle, notre vie avec les autorités. Affective. Moi, j'ai travaillé beaucoup mon rapport à l'autorité. J'ai des moyens pour affronter ça. J'ai beaucoup d'outils dans mon coffre aujourd'hui pour en aider d'autres à le faire. Ouais. Mais à un moment donné, dans notre vie sexuelle ou dans notre vie relationnelle, on rencontre des embûches et on ne sait plus, c'est-tu à cause de ce que j'ai vécu ou c'est normal de vivre ça? Comme par exemple, dire oui quand on pense non dans une sexualité. Là. J'étais avec mon chum, j'ai pas envie de faire l'amour avec lui. Ça fait 3 jours que lui est en manque. Je dis oui, alors que ça me tente pas. Puis ce que je vis à l'intérieur de me faire violence, dégoût, est-ce que c'est à cause de l'inceste? Bien, pas toujours. Comme un des mortels qui n'a pas vécu ça peut aussi se retrouver dans des situations de comportement de dépendance affective ou par peur de perdre le conjoint, par peur qu'il aille voir ailleurs, par insécurité affective, pour plein de raisons, va nier ses limites pour pas perdre la relation. Et va vivre ce dégoût, ce sentiment dedans, puis c'est pas à cause nécessairement de ça. Et c'est là que c'est dur de tirer la ligne. Et puis, super intéressant. C'est tellement, mais tellement important. Puis, tu sais, dire non, là. Puis, on entend encore des histoires aujourd'hui de rapports sexuels entre jeunes adultes et... Conjoints, partenaires et ou adolescents, tu sais. Puis, merde, j'ai... Des viols ordinaires? Ben non, j'ai pas de condom. Ah, OK. Ben, c'est pas grave, là, tu sais, y a pas de problème, là. Non, mais on va mettre un condom. Ben non, c'est pas grave, là. Tu sais, des histoires de même où finalement... La personne accepte, puis... Puis souvent, c'est la fille qui dit, ben non, tu sais, on va mettre un condom, puis le gars qui insiste. Puis on peut-tu en profiter pour dire que dans la société d'aujourd'hui, il manque encore un respect au niveau de la sexualité. Absolument. Puis moi, j'en profite pour dire, les gars, honnêtement, là, tu sais, on voit... Moi, je lis... En fait, j'ai des amis de filles qui me montrent leurs messages qu'ils reçoivent, tu sais, sur les réseaux sociaux de rencontres, quoi que ce soit. Puis sérieux, les gars, là. Ça fait dur. Ça fait dur en tabarnak.
moi, je suis tellement contente pour ça de pas avoir expérimenté les Tinder de ce monde puis les C'est affaires dégueulasse. comme ça. Là. Tu sais, je suis tombée, mettons, ça va faire 8 ans. Puis, bon, en tout cas, on s'entend que j'en ai vécu des viols ordinaires aussi puis des affaires, des MeToo, là, tu sais, j'en ai pas de temps à parler, mais ça faisait dur. Mais moi, je me mettais dans des situations... encore dur. Oui, ça faisait dur, ça fait encore dur. Mais tu sais, là, les blackouts, là, on connaît ça, là, les gens qui ont eu des problèmes d'abus de substances, que t'es knock-out, t'es black-out, puis que quelqu'un profite de la situation pour... c'est de l'abus, ça. Ben oui, c'est de l'abus. Pas parce que... Mais moi, souvent, je revenais à... Ouais, je me suis mis dans une situation où j'ai consommé à outrance, j'étais allée coucher chez un inconnu, j'ai participé à la dynamique, mais le gars, là, il devrait être assez wise pour faire comme... Oui. Elle passed out. Oui, mais ça marchera ça, pas. on s'entend, il y a un réel problème. Puis, bon, là, on pourrait rentrer dans la philosophie là, sur la libido des hommes versus celle des femmes, à quel point les hommes sont capables de maîtriser leur libido. Bon, il reste qu'il y a des pas fins puis des pas éduqués qui, des fois, prennent du pouvoir puis insistent puis ils ne se rendent pas compte des limites de l'autre. Exactement. Ça existe, puis le mouvement MeToo les met tous... Dans le même panier. OK, les met tous en lumière. Ouais. OK? Mais ça s'arrête pas là. C'est que, OK, ça, oui. Lui est responsable, c'est non. Tape, non. C'est non. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Mais quand c'est non, c'est non. On peut pas s'arrêter juste là. Non. Parce que, mettons, là, moi, je suis avec un gars, ça fait 3 fois que j'ai dit non, il est horny, puis il veut. Puis là, finalement, je cède, puis je dis, OK, let's go. Il va en avoir toute ma vie de ça. Mm-hmm. Alors, puis je les changerai pas, ces gars-là, dans le sens où, ben oui, on peut en parler, on peut les éduquer, mais ça va persévérer, là. Moi, j'ai peur de ça pour ma fille. Oui, OK. Maintenant, on va aller plus loin. Donnons du pouvoir à la victime. Donnons-y un pouvoir. C'est quoi son pouvoir? Pourquoi qu'on lui donne pas de pouvoir? C'est parce qu'on pense qu'elle est juste victime, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle n'est pas responsable de l'abus de l'autre, on le répète. Mais elle pourrait faire un bout de chemin puis dire, comment ça se fait, Louise, que tu te remets dans des positions... Exact. Comment ça fait que tu bois avec des gens que tu connais pas? Comment ça fait que tu laisses ton verre tout seul sur le comptoir? Ouais. Ça se fait que tu embarques dans l'auto d'un inconnu. Pourquoi tu embarques là? Pourquoi tu vas dans sa chambre d'hôtel? Exactement. Pourquoi tu lui dis oui quand tu y penses, non? As-tu peur de perdre? T'as-tu un manque d'estime de toi? T'as-tu peur de l'agression? Puis tu répètes-tu une agression parce que tu sais toujours pas comment t'outiller pour faire face à ça? Exact. Tu sais, hey, on fait des rencontres sur les sites de rencontres. On a du mal à dire à l'autre, tu me plais pas. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. On a de la misère à dire ça. Fait que... Imagine dire non quand il y a... Ça m'est arrivé, petite parenthèse, m'est arrivé la semaine passée, il y a 2 semaines. Je rencontre quelqu'un, très cordial, super cool. On passe une partie de la soirée ensemble, on prend un verre. Super cool. Tu y sautes pas dessus, là. Non, il y a rien qui se passe. Non. On a une discussion. Non, puis je reviens là-dessus après, puis j'arrête ça là. Mais, puis, ça le faisait pas. Pour plusieurs raisons. Puis c'était correct. On s'est juste pas donné de nouvelles. OK. Mais t'aurais pu. Pourquoi? Tu sais, puis elle aussi, elle aurait pu, mais moi aussi, j'aurais pu juste, tu sais, super soirée, très agréable, mais, tu sais, ça ira je sens pas que ça va aller ça. plus loin. Tu sais, puis... Il n'y a pas de chimie. Non, puis pour Klaus, sur ce que tu venais de dire, puis je nommerai pas de nom, OK? Puis j'en parlerai plus Non, après. mais moi, je vais en nommer, par exemple. Attends, non, mais j'ai une phrase, j'ai une situation qui m'a marqué. OK. Puis je nommerai pas de nom. C'est un party plus jeune là, qui s'est terminé chez moi, OK? Là, moi, je suis dans ma chambre, puis on est un peu chaud, mais, tu sais, correct. Là. Moi, j'ai toujours été le plus correct de tout le monde. Tu sais, celui qui, à la limite... je peux gérer les autres, tu sais. Fait que je suis couché, ça fait déjà un bout de temps, ma porte est fermée, ça cogne à ma porte. J'ai un ami qui rentre, il dit « Alex, t'as-tu des condoms? » Je fais « Non. » « Ah, tabarnak, je vais être obligé de la fourrer, pas de capote. Qu'est-ce que tu veux? Excusez mon langage, là, tout le monde, là, mais on va dire les vraies affaires. » Puis il est ressorti, il a fermé ma porte. Puis moi, j'ai fait « Tabarnak, sérieux, là? » Là, c'est l'histoire que je pense. Oui, c'est l'histoire que tu penses. Puis ça m'a suivi, cette attitude-là, toute ma vie. Puis ça m'a fait chier de cette personne-là. Tu sais? Fait que, puis je me rends compte qu'on est encore
là-dedans aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, on entend beaucoup parler des gars qui sont comme ça. J'imagine qu'il y a aussi des femmes qui sont pas politically correct. Sûrement moins. Puis je veux pas faire de débat là-dessus. Mais ça me... Non, il y a C'est triste, beaucoup mais d'éducation à faire. il y a de l'éducation à faire. Puis ça, c'est un langage de gars-gars. Tu sais, Ouais. de gars qui... De tata. Ben oui, ouais. mais souvent Ben ouais. des gars qui se parlent comme ça entre gars. Ouais. Dans l'intimité, je suis sûre qu'il n'est pas rentré puis il a dit à la fille, m'a te fourré, pas de capote. Tu sais, il a probablement dit une autre chose à la fille. Mais Oui. Mais ce langage-là, puis ça, c'est un autre problème des hommes, là aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'aide sur comment un homme gère ses émotions. Ah, ça, Hey, c'est... moi, tu sais, Tellement. la thérapie, là, Ouais. j'ai fait une thérapie en 2021. Ah, pour une pause. Oui, le centre pour une pause, on peut le nommer. On à les salue, Saint-Jérôme, d'ailleurs. on les salue. Super belle ressource. Oui, vraiment. Puis on l'a nommé souvent, mais Ouais, on va la nommer encore 1000 fois. Ouais. Il collabore Puis- étroitement avec nous. Moi, j'ai toujours parlé, en fait, j'ai toujours pensé que je parlais de mes émotions, mais des fois, j'avais pas le bagage pour en parler adéquatement de la bonne façon. Mais effectivement, à Pour une pause, on s'est rendu compte que les hommes parlent moins. Ouais. Ont Ou moins, si c'est pas pantoute. ou pas pantoute. Par contre, là-bas, avec l'accompagnement qu'on a, on travaille puis on développe sur les Oui. reconnaître en L'homme tant aussi qu'homme, a nos besoin émotions. d'aide. puis à- Ouais, oui, l'homme a tu sais. besoin d'aide. Moi, mon collègue et ami Yvan Faneuf, là, il a écrit un livre, Soyez un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Ah, Chris, c'est bon, un ça. super bon livre. Oui. C'est vraiment bon. C'est un super bon J'étais vrai, livre. là. Puis il anime maintenant des On va l'inviter? oui, Ah, Tellement. Ben oui. il anime maintenant des soirées Paroles aux hommes. Ah! Il vient de faire un gros colloque là, au mois de mars. Là. Il y avait 2 jours de colloque. C'était Tu me le la présentes. condition masculine. Faut que tu me le présentes. J'ai tellement d'hommes à la station Sober Lab, j'ai quasiment juste des hommes Ouais. Ben lui, qui sont en besoin, là. c'est un homme qui s'assume dans sa masculinité, mais avec ses émotions. Sa sensibilité. Ouais. Puis il donne aux hommes des outils pour accueillir leur vulnérabilité puis leur sensibilité à travers des ateliers, des Wow. parades, puis C'est un tellement colloque qu'on important. peut se procurer en ligne là, au Centre de relations d'aide de Montréal. Son livre? Non, Non. le colloque. Ah, le colloque. Ok. OK. Il y a C'est gratuit? Non, je pense que ça coûte 80 $, puis tu as 2 jours de conférenciers internationaux qui viennent parler de la condition des hommes, là, des gens qui ont fait des doctorats sur la condition Je partagerai. masculine. Je te- Wow, ouais. ben oui. Tu sais, il y avait, on en a déjà parlé aussi, j'en reparle. En 2001, il y a eu une campagne qui s'appelait Parler, c'est grandir, puis c'était ça le slogan. Tu sais, peu importe ce que tu vis, parle-en, parce que parler, c'est grandir. Puis moi, je me souviens, puis je le salue, j'avais fait une pub radio avec un ami, Joël Drapeau d'Alpé. On était un couple gay. Ah, Puis, ouais, c'était super cool. Puis c'était, tu sais, on entendait deux gars qui se rapprochent, tu sais. Puis, j'ai tellement envie de toi. Enlève ta chemise, enlève ton pantalon. J'en peux plus, habille-toi. Quoi? Ben oui, mets ton condom. Puis là, il y avait le slogan, puis ça disait, tu sais, parler de condom, ça peut devenir excitant, ça permet même de faire l'amour à la tête en paix. Parle-en avec ton partenaire. Parce que parler, c'est grandir. Un message du gouvernement du Québec. Mais Il manque la petite musique. oui, là. c'est ça. Mais tu sais, il y avait ça en 2001, puis c'était pour contrer un peu la détresse sociale chez les jeunes. Intimidation, taxage, sexualité, alcool, drogue, patente. non, c'était des belles campagnes. Oui, puis là, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, puis tu sais, ce dont on parle, c'est encore bien plus d'actualité. Tellement. Mais leur slogan, parler, c'est grandir. C'est ça. C'est du C'est gold. ça. C'est ça. C'est de l'or en barre. Mais là où on a le plus besoin, c'est de diffuser Diffuser le message. ce dont on parle. Puis Oui. ça me bouleverse. Avoir que la vitrine. tous les diffuseurs Ah, ils veulent pas. veulent Ils veulent pas. Puis Ils veulent c'est pas. fascinant parce que c'est un fléau, l'inceste. Absolument. Puis, Mais- puis l'abus sexuel, on en parle aussi. là, Oui. mais l'inceste, là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ah, c'est Tellement. débile. C'est fou. Moi, Dans j'en toutes les entends familles. dans toutes mes cours, puis dans tous Ouais. mes ateliers. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui en parle. Ouais, Que imagine. Non, Moi, j'en connais, puis je trouve ça dur. J'en connais qui ont vécu des histoires comme ça. Puis qui savent pas que je le sais. Puis ça met un poids un peu sur moi parce que je leur en ai jamais parlé, je leur ai jamais dit que je connaissais leur histoire. ouais, tu sais. t'as pas à faire ça non plus, je J'ai pense. pas à faire ça. Mais
Mais des fois, j'y pense. Elle Des fois, fait puis un je trouve éléphant dans ça le dur. salon. Ouais. C'est ça. Ouais, exact. Oui et non, mais je trouve ça dur. Ben des oui. fois. Oui, mais c'est dur. On est impuissant. On est impuissant devant la souffrance de l'autre, devant son silence. Exact. Puis devant le rythme à laquelle la personne peut s'ouvrir à ça. Puis elle va s'ouvrir conditionnellement à ce qu'elle reçoit quand elle le fait. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu des gens s'ouvrir puis choisir de se refermer, soit parce que la mère ne croit pas, l'entourage ne croit pas, ou l'entourage réagit très intensément. Donc, la personne va dire, c'est correct, j'en parle plus. Tu sais, je pense à la personne dont je vous parlais, là, qui a été abusée par un psychiatre. Elle a parlé la première fois de cette situation-là à 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Et c'était en thérapie avec moi. Puis j'ai dit à la personne, mais voyons donc. Ben, pas voyons donc, j'ai fait attention de ne pas overreact. Mais j'ai dit, tu sais que c'est illégal. C'est la première fois qu'on lui disait. Passible de prison, là. Passible de prison. Puis ce que je trouvais incroyable, c'est qu'elle ait encore assez confiance pour faire confiance à quelqu'un pour se confier de ça. Ça veut dire comment tu peux faire confiance à ton professionnel après, tu sais. Moi, je lui ai dit, je suis honorée que tu sois dans mon bureau puis que tu me confies des choses qui, à la dernière fois où tu en as parlé, t'as amené de l'abus. Donc, c'est fantastique que tu fais encore confiance à une autorité, parce que je me une figure d'autorité. Une figure d'autorité en tant que thérapeute. Ça m'honore que tu me fasses confiance. Et elle était tellement bouleversée de recevoir c'est pas de ta faute. C'est correct d'en parler. C'est lui le pas correct. Qu'on a juste pleuré tous les deux en silence. On a juste pleuré. Ça lui a permis de récupérer, elle, une partie de son vécu, des souffrances. Mais il y en a tellement des comme ça. C'est fou. Il y en a qui nous écoutent. Je le souhaite de tout mon cœur. Puis on va s'arranger pour que ce podcast-là soit diffusé peut-être auprès d'organismes qui œuvrent pour les victimes, là, les CAVAC, l'IVAC. Peut-être on peut les diffuser à travers tous nos réseaux à nous. À travers tous nos réseaux à nous, mais c'est de faire connaître le podcast du mieux qu'on peut, ça c'est sûr et certain. Mais pour revenir aux diffuseurs qui veulent pas se tremper la patte pour des sujets comme ça, c'est que la télé, c'est un beau médium, mais reste que la puissance des réseaux sociaux est encore plus grande de nos jours. Oui. C'est qu'on n'a plus besoin de ces diffuseurs-là publics ou les diffuseurs d'État. On les salue, on les aime, on aimerait qu'ils en parlent. Mais je vais émettre une hypothèse. Peut-être que je suis dans le champ. OK, vas-y. Mon hypothèse première, c'est que je suis pas sûre que les diffuseurs à qui les producteurs intéressés à cette documentaire-là qu'on voulait faire, là, qu'on va faire. On va changer le discours qu'on va faire. Je suis pas sûre que les diffuseurs ne veulent pas entendre parler d'inceste. Et là, peut-être je me trompe, mais mon hypothèse, c'est que ils sont pas prêts à entendre deux mots. Responsabilité, pardon. Donc, ça passe pas. Ouais. Donc, si j'avais, mettons, une attitude victime, si on produisait quelque chose dans lequel on est des victimes. On est des victimes, puis il y a juste les abuseurs, les pas corrects, puis qu'on les met à l'échafaud. Oui, exact. Je ne sais pas si ça passerait plus, mais dans ça, on entretient la mentalité victime qui n'a pas de pouvoir sur sa vie, alors que moi, j'offre des pistes de solutions que demandent une construction pour, entre autres, ces deux ingrédients, c'est pas les seuls, c'est deux ingrédients. À un certain point dans ta vie, face à tes abus, tu dois prendre responsabilité de ce que tu fais aujourd'hui avec ça. Pour t'en sortir. Tu dois passer au pardon de toi-même, parce que c'est à toi que tu as besoin de pardonner en premier lieu. Et au pardon de l'acte. L'acte est inacceptable, mais il faut te déchaîner de l'abuseur. Exactement. Parce que tant que tu y en veux, tu es dans le ressentiment puis tu l'haïs, tu es enchaîné à lui. Tu continues de le garder vivant en toi. Le poison. Et donc, tu gardes tu gardes le poison à l'intérieur. Tu gardes le poison. Tu dois t'en libérer.
Et pour jusqu'à détruire ta propre vie, là. Ouais, C'est ça. Mais ce sont les étapes finales. Mais On en parle pas dirait des qu'on veut pas l'entendre. On préfère croire au sensationnalisme de l'écœur. Hein? La pauvre victime. Tu sais, on a Mais des c'est bien artistes. plus payant, là. c'est ça que tu allais dire, hein? Le sensationnalisme. On a Ouais. des artistes là, qui sont condamnés. Là, leur carrière est finie. Ah, absolument. Je dis pas que leur acte était correct, mais On parle pas du Ça a rétablissement. débordé. ça a débordé. Je veux dire, le commis du coin, il perd pas sa job parce qu'il a commis un acte. Il va Exact. payer son acte. Mais il n'y a pas une figure publique, lui. Il n'y a pas une fille. C'est- Exact. Non, mais c'est vrai. On parle pas du rétablissement des agresseurs. On parle des victimes. Ben moi, En quand tant je vois ce qu'on leur fait, je n'irais pas J'irais pas ben non, j'irais pas me mettre non plus. J'aurais du mal à l'admettre, même. Ben, exactement. Mais c'est vraiment ça. C'est que dans le fond, on est dans une société de victimes. Ça finit là. C'est ça qui se passe. Mais tu sais, tu as parlé du commis du coin, le gérant de chez IGA qui commet un viol puis que ça devient médiatisé pour X raisons, peut-être, on va en parler 2-3 semaines, c'est fini. La figure publique qui commet quelque chose, on va en parler pendant 4 ans. 4 ans, 5 Ouais, ans, puis lui, 10 ans. il pourra pas c'est récupérer son tu sais, poste. puis ça finit jamais. Non, ça finit jamais. Est-ce qu'un était plus grave que l'autre? On le sait pas. Peut-être que le gérant d'épicerie, ça s'est terminé par un meurtre, finalement, ce viol-là. Tu sais. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis pas là pour juger de c'est quoi la sentence Moi non plus. équitable d'une personne qui... Tu sais, je pense tellement que ça dépend de sa reconnaissance de l'acte, Absolument. de sa sincérité dans son cheminement à prendre Ouais. en charge, pour ne nommer personne. Marie-Pierre Morin, je trouve qu'elle a fait son bout, là. Tu sais, elle a été chercher de la thérapie. Elle en a parlé ouvertement. Elle en a parlé. Je veux dire, on peut dire qu'elle a fait son mea culpa, qu'elle a pris ses responsabilités. En tout cas, moi, je la crois sincère. Après, peut-être que les autres, non. Ben, il y a une division entre les perceptions. Là. Il y a C'est ça. toujours un côté Voilà. woke, puis un côté de droite, un côté... C'est correct. Puis Malheureusement, ça, ça se c'est correct. contrôle Là, pas. c'est ça, la Ouais, c'est ça. société. Ça Exactement. prend des opinions à gauche, Ouais. des C'est opinions ça. à droite, puis il faut qu'on tranche à un moment donné. Mais enfin, tout ça ne règle pas le problème de la victime, qui, elle, ne doit pas attendre la bonne sentence pour sentir qu'elle Ah, ben non. prend Mais en non, main sa exact. vie, tu sais. Exactement. Ben oui, la bonne Ça sentence, elle changera n'arrivera rien. pas. Non, c'est ça. Puis Et j'ai dans ton une cœur, la question qui me sentence. brûle, moi. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'en es voulu, où tu t'es dit, j'aurais dû en parler avant? Ou j'aurais dû entreprendre? M'en vouloir, non. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais assis devant la travailleuse sociale, je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si je l'avais dit. Mhm. Ok. Mais Ça fait ton choix. je pense C'est que ça. si je suis honnête, là, je pense que j'étais déjà pas mal à la dérive de ma consommation. Puis je serais partie pareil sur... tu sais, je me demande si ça aurait changé le courant de ma vie. Ça l'aurait peut-être empiré, hein? Mais tu sais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je suis vraiment une personne épanouie dans mon être. Tu sais, je suis hyper heureuse de ma vie. Fait qu'il n'y a rien que je voudrais changer parce que ça m'a amené là. Tu serais pas Ouais, c'est là. ça. Ça m'a amené là, tu sais. Puis ce que je fais en vous parlant de ça, c'est ma Ça t'a passion. forgé. Oui. Puis tu sais, j'accompagne des personnes qui viennent se confier dans mon bureau à des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne. Je me sens honorée. J'ai l'impression de travailler avec le sacré. Puis à chaque changement ou à chaque client, ça me touche de dire ça, à chaque client qui se reconstruit, je me reconstruis. Ben Tu sais, c'est comme un travail en boucle. Tu sais, j'aide la personne, mais la personne m'aide. Il y a quelque chose dans l'accès à l'autre, au niveau de son humanité, de sa fragilité et de sa force aussi. C'est au service. Hein? Oui, moi, ça me fait du bien. Fait que je sais que ça me fait du bien, puis je fais du bien. Fait que si j'avais pas vécu ça, peut-être que ma vie serait pas aussi riche de sens. Je sais pas. Moi, je me serais probablement dans l'endroit parce que j'ai toujours aimé le droit, puis je serais peut-être une très bonne avocate. Sûrement. Sûrement. Mais, Sûrement. mais Puis ta vie aurait un je sens. voudrais donc pas
pas avoir développé cette partie humaine. Cette résilience, on va le dire. Oui. Tu as développé de la résilience. Oui, puis qui fait qu'aujourd'hui, je sais que je peux traverser n'importe quelle épreuve. Agent. Ben, puis tu as dû développer une très bonne écoute de toi. Tellement. Sans te censurer. Puis ça, c'est super important. Tellement. C'est la première. Puis pas étape. face aux autres, face à soi-même. Tellement. Exact. Puis Là, l'élément principal, Ouais. c'est là, je vais commencer à m'écouter. ta petite voix. Oui, puis je vais commencer à me donner de la bienveillance. Donc, je vais m'écouter. Puis même là, quand je le sais que je suis consciente que je suis en train de dire oui à mon conjoint alors que je pense non, puis que je suis consciente que c'est parce que j'ai peur de le perdre que je le fais pareil, je vais être bienveillante à mon égard, puis je vais me dire, c'est correct, Louise, tu as trop peur de perdre. Donc là, tu vas le faire dans le non-respect de tes limites physiques, mais dans le respect de ton insécurité affective. Mais Tu le conscientises. Oui, mais tu ne vas pas rendre l'autre responsable de ça, par exemple. Non. Parce Non. que tu serais capable de dire non. Oui. Puis si tu assumes, puis tu affrontes ta peur de perdre, puis si jamais tu le perds parce que tu dis non, ben sais-tu quoi? C'est pas le bon gars pour Mais toi. ça devient ta décision en pleine conscience. Oui. Même Tu si prends le tu risque. te respectes pas à quelque part, c'est ça. C'est toi qui décides de prendre le risque. Exactement. Tu peux pas le blâmer sur l'autre après, là. Ouais. Puis ça, c'est une des premières avenues dans le coffre d'outils, là, Ouais. pour apprendre à s'aimer puis à sortir de la dépendance affective et de toutes les conséquences de l'inceste ou de l'abus sexuel. Il faut apprendre à dire non à l'autre pour dire oui à soi. J'adore. C'est Chaque- difficile, hein? Chaque petit non à l'autre, quand c'est un oui pour moi, c'est gagnant. Y Wow. a-tu des noms à soi-même aussi, des fois? Oui, J'imagine. oui. Bien, comme par exemple, ce que je dis là, l'exemple très typique de je couche avec même si ça ne me tente pas, parce que j'ai peur De le perdre. de le perdre, parce que je sais que lui, ça fait une couple de fois là, que j'ai dit non, puis il est peut-être un peu frustré. Ben, je dis non des fois pareil, parce que ça me tente vraiment pas. Mais des fois, je vais dire oui, parce que je tiens à lui quand même. Puis c'est vrai que je veux pas le perdre, puis c'est vrai que c'est mon conjoint, puis c'est vrai qu'il y a des besoins sexuels plus grands que les miens. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas tenir compte de ça dans notre couple. Je dis, Mhm. tu sais, on choisit pas d'avoir une libido Dans le tapis ou pas. dans le tapis ouais, ou c'est pas. ça. Puis, tu sais, dans les thérapies de couple que j'ai avec mes clients depuis longtemps, tu sais, il n'y a pas de correct, pas correct. Il n'y en a pas de barème. Ça, c'est trop, ça, c'est pas assez. T'es Tant que c'est dans le rigide. respect. C'est ça, tant que c'est dans le respect. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai pas la même libido que mon partenaire? Mon partenaire veut le faire à tous les jours, puis moi, je veux le faire une fois par mois. On fait quoi? Et c'est là que prend l'importance de jusqu'où je dis non, jusqu'où je dis oui. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'équitable entre nous parce que tu es prêt à faire un bout pour respecter ma limite, mais moi, je suis aussi prête à faire un bout pour nourrir tes besoins. Ouais, c'est ça. Et la discussion, la communication. Mais c'est ça, j'allais dire, tant que c'est fait dans la communication, le respect, la conscience de soi-même et de l'autre, je pense que, tu sais. Ouais. Wow, hein? Ouais, c'est costaud. Ça serait costaud. comme un autre épisode, les relations affectives. Ouais, ben ça a un lien. Ça a un lien, incroyable. Puis tu sais, ce que j'allais dire quand tu parlais, c'est que le besoin, mettons, sexuel, une thérapeute m'avait dit ça. T'as des besoins puis t'as des envies. Mais nos besoins fondamentaux, exemple, se nourrir, se loger, puis... c'est moi qui t'avais dit ça. non, c'est une autre. OK. Mais avec ça se la peut. même approche. Oui, ça se peut. En fait, moi, tu dois la connaître, c'est Diane Borgia OK. qui fait l'approche émotivo-rationnelle. OK. Mais elle disait que besoin, envie... Parce que moi, je peux avoir besoin de bien des affaires. Là. Je peux avoir On a envie. besoin de manger. On a besoin Oui. de manger pour vivre, mais est-ce qu'on a besoin de manger du spaghetti? Non, exact. Ça, c'est du désir. Mais C'est ça. mettons, le besoin de sexe, c'est pas un besoin. On a envie d'avoir de la sexualité, puis notre partenaire, mettons que ma libido, elle serait plus forte que celui de mon partenaire. C'est pas nécessairement ça, mais il est pas obligé de répondre à mon besoin. Je suis supposée d'être capable, moi, Eliane, avec mon autonomie affective, de répondre moi-même à mes besoins sexuels, affectifs, avec l'aide, dans mon cas, d'une puissance supérieure, d'une force qui m'habite.
Puis pas me fier sur mon chum, mon partenaire, que au moment où j'ai envie de quoi que ce soit, ben, qu'il soit là pour répondre parce que doesn't work that way. Ça va pas marcher comme ça. Mais il peut y C'est avoir... important de le partager, ton besoin et ton désir. Absolument. Puis Exprimer. Sinon, tu gardes ça dedans. oui. Ah, mais tu peux pas t'attendre que l'autre devine, hein? Parce que... Ben non, mais non, c'est ça. exactement. Mais je peux pas être fâchée contre lui si ça ne tente pas. Absolument. Je peux pas... Ben, en fait... Non, mais... En fait, je peux. C'est pas vrai, je peux. Tu peux être frustré. Un moment, Que mais l'autre, tu peux- ben oui. c'est ça. Mais bon, là, il faudrait voir parce qu'il y a des Tu peux être théories. frustré, mais tu peux pas le rendre responsable. Exactement. C'est ça. Exactement. Je peux avoir une déception, faire comme bon, mais ça fait un petit bout, je suis déçue, mais après ça, de le rendre responsable, exactement, ça fonctionne pas. Puis de trouver d'autres moyens. Puis c'était même pas ça que je voulais dire, finalement. Je voulais juste dire que. Désir, envie, oui. Envie, désir, besoin, mais plus que les besoins affectifs peuvent se combler dans d'autres genres de petits ben oui, gestes. ben Puis oui. des fois, on les voit pas. Ouais. Ben, surtout quand on est obsédé sexuel. Ben, mettons, je veux pas dire que je suis obsédée sexuelle, c'est pas ça que je veux dire. Ben, Je veux juste dire que les gens qui ont, mettons, qui se relèvent d'un trouble de dépendance, souvent, je vais parler pour moi. J'ai arrêté de consommer de l'alcool, puis là, ben, je vais essayer de trouver une autre façon d'apaiser un trop-plein, puis des fois, ça peut être de penser que la sexualité va m'aider. Mais là, tu peux pas mettre cette charge-là sur Non. quelqu'un. Non. Ben, tu peux pas faire porter à l'autre ton Faut que besoin. tu Exact. fisses tout seul, là, si. Ben, en fait, il faudrait voir parce qu'il y a des théories qui disent que la sexualité, c'est un besoin comme manger, boire et Non, dormir. je pense pas. Mais, Moi, je suis pas d'accord Moi, avec je suis ça. mitigé. Moi, je mais suis pas d'accord avec le fait. C'est pas un besoin fondamental. Je veux dire, je vais pas mourir si j'ai pas de sexe. tu vas pas mourir, mais ça va se manifester dans ton sommeil, ça va se manifester dans une forme. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, on Dis-moi peut pas se ça, là, baser parce sur, que- on peut se baser sur les prêtres de l'Église catholique, là. Il aurait pu qui- se masturber, eux autres. Il aurait pu se masturber, mais se masturber, c'est répondre à son besoin sexuel. Absolument. Ouais, Soi-même, c'était de pas façon légal, autonome. ça. Il n'y avait pas le droit. C'était pas légal. Ben, c'était pas légal dans la Bible, c'était un de- péché, probablement, Ouais, Mais c'est c'est encore ça. plus un péché d'abuser des enfants. Ben oui, je le sais, mais au moins, ça. En tout cas. OK, c'est un autre sujet. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mourir? Ça rendait sourd. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que je Oui, pense mais- pas mais que bon. c'est une envie, en tout cas. Ben, Je pense que c'est un besoin fondamental. Moi, je pense que c'est un besoin. Je veux dire, L'affection, je sais pas. Ben. Moi, ça fait un crise de bout, là. ben, ça reproduit. Ok, je vais- Ben, s'il n'y avait pas, Ben, de la c'est quoi? sexualité, on serait pas là. Moi, ça commence à devenir tranquillement un besoin. Là. Ouais. Je le ressentais pas comme ça. Là, en fait, ça commence à être une carence. Je pense. Je le vis comme ça. Mais là, on embarque C'est encore dans c'est une autre parce que si affaire. on l'écoute pas, de toute façon, je pense que chacun est son propre juge. Moi, ça fait 16 mois que je suis célibataire. OK. OK? Là, je trouve que j'ai un besoin. Bon, Mon besoin, Je suis seul. si je m'en occupe pas, là, il se manifeste par toutes sortes de fantasmes. Des obsessions? Euh, Non. pas Plus de de- temps, mais... Ça, c'est moi, ça. Non, Ouais. Mais si je m'en occupe pas par la masturbation ou par D'autres moyens. d'autres moyens, je vais acting out. Je vais faire quelque chose qui va contrecarrer. Va être néfaste pour toi, quoi? Je sais pas si ça va être néfaste, mais je sais que je peux pas nier que j'ai ce besoin-là. Parce que ça doit aider à se réguler émotionnellement. Parce que, tu sais, si tu dis Oui, mais- acting out, c'est parce qu'à un moment donné, tu te dysrégules avec un manque de quelque chose, tu sais. ben, tu peux plus nier. Si tu as trop soif, là, à un moment donné, tu Ouais. vas ramasser Ouais. un verre d'eau. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'on dit peut-être toute la même chose, mais moi, mon point, c'est juste qu'on peut pas faire porter ce besoin-là sur quelqu'un parce Non, que non, Là, non, c'est l'autre non. affaire. Non, non. Ben ça, là-dessus, je suis 100% OK, d'accord. c'est ça. L'autre, moi, j'ai soif de 4 verres d'eau par jour. moi aussi. OK? Bon, toi, c'est 1 par semaine. Ben, il n'y a personne qui est là pour juger. Ah, ben, t'es frigide, puis toi, t'es sex machine. Comme, ben, toi, c'est 4 fois par jour. Fait que là, on embarque dans une relation de couple ensemble, sachant que toi, t'as ça. Je peux pas dire au bout de 3 ans de relation, mais t'as une mouseuse de problème. Ben non. Mais non. Je dis, on Mais a non. un problème parce que ta faim est plus grande que la mienne. Oui.
et je ne peux pas répondre à tes besoins. Ben, je vais finir ton assiette. Et toi, tu ne peux pas contenir ta frustration. Il y a des gens qui vont dire, moi, là, ça me dérange pas, je vais vivre avec ma frustration, me masturber dans les toilettes. Bon, parfait. Ou je vais me masturber à côté de toi. Bon, ben, parfait, amuse-toi. J'ai pas de problème avec ça. Exact. Vas-y. Il y en a d'autres qui vont dire, non, si je fais pas l'amour avec ma partenaire, je suis frustrée. OK, mais ta partenaire, elle a pas faim. Fait qu'il y a quand même que tu la ferais manger de force. Elle risque plus de... Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble comme couple pour tenir compte, sans juger, de ta grande libido puis de ma libido plus limitée? Mais j'ai pas une switch on-off, moi, là. Mais là, non, ça marche pas comme ça. Là. Donc, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, on fait quoi? Si ta sexualité, elle est tellement so important que tu peux... ça crée des tensions tout le temps dans ton couple, ben peut-être que t'es mieux d'être un polyamoureux, peut-être que t'es mieux d'être... Oui, assume ton besoin. Exactement. Mais fais-les pas porter à l'autre. Exactement. Puis l'autre, il faut qu'il comprenne que s'il peut pas répondre d'une façon qui ben là, je peux dire, c'est ton problème, là, arrange-toi, puis ben ça va être mon problème qu'il va s'arranger ailleurs, puis après ça, je peux pas dire « Quoi? T'es allé ailleurs? » Mais c'est tellement bon, ça va prendre un autre podcast sur les relations amoureuses, les relations sexuelles. Il y a Maxime Martin qui s'en vient, peut-être qu'on pourrait comme... Ah, peut-être. mais écoute, tu sais, c'est ça l'affaire. On part d'une histoire un peu moins glorieuse, tu sais. Ben, ouais, je dirais pas que l'histoire est moins glorieuse, je dirais que... Mais puis j'allais juste dire, on s'en va ailleurs, puis ça nous mène à plein de discussions qui se rejoignent dans un... Au final, tu sais, puis c'est tout dans le positif, puis c'est ça qu'on aime. Besoin, envie ou désir. Moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai tout ça. En parler de long en large. Ben, c'est ça. Ouais, exact. Moi, j'ai besoin... J'ai besoin d'aller aux toilettes, ou j'ai envie d'aller aux toilettes, ou je désire aller aux toilettes. Je te connais, en ce moment, t'as les trois. J'ai vraiment envie de pisser. Puis on va répondre à son besoin. Oui. Exactement. Mais pour vrai, non, mais c'est ça. À la fin, on demande qu'est-ce qu'on te souhaite à 60 ans. Non, pas qu'est-ce qu'on te souhaite. Oui, non, mais ton pied après maintenant, là, on te souhaite parce quoi? que t'es épanoui puis tout, là. Ben, je suis tellement dans la gratitude et la... Qu'est-ce qui me manque? Il me manque à peu près rien. Un chum? Ouais, un amoureux, oui, qui a des besoins similaires à moi. On te souhaite de partager. Oui, partager. Le positif avec quelqu'un. On te souhaite ça? Oui, oui. Un petit plaisir de la vie. Une poursuite. En fait, je me souhaite de la santé pour continuer à surfer sur mon bonheur. Ouais. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Ouais. Merci infiniment de t'être ouverte à nous. Merci de m'avoir invité. Sérieux, c'est une belle discussion. Vraiment. Ouais. Puis on a fait 1h30. Ben oui. Puis si les gens veulent me parler de leur... Oui, louisstereo.com. Ou louisstereo.com. louisstereo.com, notez ça. Notez ça, c'est très important. Thérapeute extraordinaire, humaine. Ben, vous l'avez remarqué à quel point elle est extraordinaire. Alors, sur ce, on se retrouve bientôt. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut, bye tout le monde. Bye. Merci. Bye. C'est là.